Merci Yannick pour l'introduction. Merci pour l'invitation aussi. C'est toujours sympa d'être en Bretagne à côté de la mer et en plus parler de mon sujet favori qui est les satellites. Bon, on va commencer. Donc, comme agenda pour cette présentation, on va avoir une petite introduction. Je suis conscient que vous n'êtes pas tous des ingénieurs de satellites. Donc, il y a une petite introduction. On va parler des premiers services commerciaux satellitaires. Ensuite, on va entrer dans les constellations. Et quand on parle de constellations, une constellation peut être utilisée pour plusieurs choses. Donc, on va parler de 3 applications. Les communications, qui est mon sujet à cœur, l'observation de la Terre et aussi les navigations. Une petite conclusion. On commence avec l'introduction. Bon, on commence sur la définition. C'est quoi un satellite? Alors, c'est un corps céleste gravitant autour de notre planète, une planète. Donc, on peut parler de la Lune. La Lune, c'est un satellite de la Terre. Ça fait une révolution complète en 25 jours. On peut entrer dans les détails si c'est 25, 28 ou 29, mais on va rester simple. Mais c'est un satellite naturel. Personne n'a conçu la Lune. La Lune est circulaire. Un satellite artificiel, et c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui, c'est un engin placé en orbite autour d'un astre porté des équipements pour une application. Donc, on va lancer un satellite qui va entrer dans une orbite autour d'un corps céleste, la Terre ou la Lune ou un autre objet, pour une application, pour une raison. Et ça peut être l'observation de la Terre, ça peut être l'espionnage, ça peut être la navigation, ça peut être la communication. Donc, quand on parle des orbites, on ne peut pas éviter M. Kepler, qui est le père des orbites. Alors, Johannes Kepler, c'est un astronome allemand du XVIIe siècle. Et il a découvert les lois qui règlent les mouvements des corps autour des autres. Alors, c'est important de noter qu'il est astronome. Donc, il n'a pas conçu les satellites. Ou il n'a pas pensé de satellites. Alors, il a sorti 3 lois. La première loi dit qu'une orbite, c'est une ellipse avec le Soleil placé à un foyer. Alors, une ellipse, c'est un cercle un peu aplati qui a des foyers. Un foyer ici et ici, par exemple. Si le Soleil est ici, le satellite va faire cette orbite-là. Alors, cette orbite-là, ça peut être aplati à un certain niveau, donc on va parler d'excentricité. On peut parler aussi d'une orbite circulaire, qui est un cas spécifique de l'ellipse. Si on écrase l'orbite elliptique qu'on voit ici, comme ça, jusqu'à les dimensions sont symétriques partout, on a un cercle. Et les 2 foyers convergent à un seul point. Ça devient le centre des cercles. Donc ça, c'est la première loi. Donc, une orbite, c'est une ellipse, et le corps lequel il tourne doit être au milieu. Le deuxième, c'est un peu plus compliqué, mais on va tirer l'essentiel là. Si on trace une ligne ici, quand ça bouge, si on peut un temps donné, la surface que ça va couvrir, c'est toujours égal. Donc, si on prend le satellite ici, le temps que vous faites cette partie-là, c'est le même que pour faire cette partie-là. Donc, ça dit que quand le satellite est au périgée, ici, c'est plus rapide que quand c'est à l'apogée. Parce que la distance est plus grande et le temps c'est pareil. Le troisième, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu mathématique. Je ne voudrais pas entrer dans les mathématiques, mais grosso modo, ce qu'on va dire,
que les dimensions de l'orbite va déterminer la vitesse. Donc si on a une grande orbite, la satellite va bouger plus lentement. Si on réduit l'orbite, ça va aller plus vite. Autrement dit, parce que c'est une façon de voir les mêmes choses différemment, la périodicité d'une petite orbite, c'est plus petit qu'une grande orbite. Donc si j'ai une petite orbite, pour faire un tour entier, ça va être plus vite que si c'était plus grand. Donc ça c'était l'observation de Kepler par l'astronomie, donc pas de satellite, mais c'est la même loi qui applique pour les satellites. Et là on a une discipline scientifique qui s'appelle les mécaniques célestes, qui a commencé par ça. Donc par exemple, on peut maintenant imaginer les orbites qu'on veut. Donc ça ne marche pas la première. Pourquoi? Parce que le centre de corps c'est ici, et le centre de l'orbite c'est ici. On a dit que ces deux points, ça va être pareil. Donc c'est très joli comme ça, parce que c'est quasiment quelque chose de religieux, mais ça ne marche pas. Ça marche. Parce que le centre c'est toujours ici, joue avec l'inclinaison. Mais le centre reste toujours pareil. Là, on est en train de jouer avec les dimensions de l'orbite et la périodicité. Donc, le centre c'est toujours ici. Ça, c'est une orbite plus rapide que ça, mais c'est possible. Tout ça, parce que c'est plus simple, c'est circulaire, on peut avoir aussi une elliptique. L'elliptique que je montre là, ce n'est pas par hasard, c'est une elliptique qui est très utilisée par les Russes. Ça s'appelle l'orbite Molniya. C'est idéal pour les Russes parce que les Russes n'avaient pas de points de lancement qui étaient sur l'équateur. Pour tous les autres, l'équateur c'est l'idéal. Pour le Molniya, c'est mieux d'avoir une latitude plus nord. Et les Russes sont sur les latitudes plus nord, donc cette orbite convient les Russes. Et il y avait des systèmes de satellites, des télé qui utilisent cette orbite. Alors, comme on a dit, quand le satellite est ici, c'est plus lent. Ici, c'est rapide. Donc, c'est génial pour les Russes, parce qu'on peut avoir les parties haut utilisées comme quasiment stationnaires, et on peut l'utiliser pour la télé, sauf qu'il faut plusieurs satellites sur la même orbite, parce que ça ne va pas rester là tout le temps. Donc ça c'est les constellations, ça c'est les orbites. Ensuite, comme on va parler des communications, il y a un autre effet, l'affaiblissement en espace libre. Une liaison de communication fiable nécessite une certaine qualité de signal. Si le téléphone ne capte pas, parce que le niveau de signal est trop bas, ça ne marche pas. Donc, pour avoir une liaison, il faut avoir un certain niveau. Donc maintenant, si on imagine un signal qui est mis ici, un point, cette énergie va être étalée sur une surface, sur une sphère, qui dépend sur les distances. Donc, si on est en distance R, ici, alors je vais toucher ici, on voit qu'il y a une certaine surface. Si maintenant on bouge à 2 heures, cette surface est multipliée par 4. Et si on bouge à 3 heures, cette surface est multipliée par 9. Maintenant, si on essaie de capter le signal, et pour simplifier, on va dire qu'on va capter la surface sur une surface comme ça. Donc ici, on a un signal d'un certain niveau. Si maintenant on utilise la même surface, par exemple ça, on a un quart de signal. On a perdu le signal. On va plus loin, 3 heures, on a sur une surface comme ça, la surface c'est toujours pareil, on a 1/9 de signal. Donc avec la distance, on est en train de perdre le signal, le niveau de signal. Une antenne a une certaine surface effective, et donc on capte le signal par l'antenne. Donc comme on bouge le signal avec la même antenne, comme on bouge l'antenne avec le même signal,
on va avoir un signal plus faible si on est plus loin. Ok, un satellite tourne autour de la Terre, mais la Terre tourne aussi. Donc, ça devient un peu plus compliqué parce que soit on prend l'image de très loin dans l'espace où on ne voit pas que la Terre tourne, on voit mais on est dehors, soit on est sur la Terre et on est un peu, pas gelé, mais impliqué avec le mouvement aussi. Donc maintenant on sait que la Terre tourne grosso modo à 24 heures, ça fait une tour entière. Donc l'idée ici c'est relativement simple, on trouve une orbite qui va faire 24 heures pour faire une orbite, et comme ça, quand la Terre tourne, on est toujours synchronisé, et donc ça devient géostationnaire. Stationnaire par rapport à la Terre, géostationnaire. On peut parler de géosynchronous, ça c'est quand c'est toujours 24, mais ce n'est pas exactement sur l'équateur. Donc on va voir que le satellite monte et descend. Ça fait ça dépend si c'est circulaire ou elliptique, mais ça vient toujours au même point après 24 heures. Donc pour faire ça, il faut une altitude de 35 800 km. On ne va pas chipoter quand on est à cette distance, qui est assez loin. Et pour un signal aller vers le satellite et retourner, il faut 250 millisecondes, un quart d'une seconde. Donc, quand on utilise le téléphone transatlantique, par exemple, on a toujours l'impression qu'on parle, rien ne se passe, et il y a une réponse après. Ça, c'est parce qu'on utilise le satellite. On peut dire que c'est un peu gênant. Donc, si on dit qu'il y a les satellites géostationnaires, il y a aussi les satellites qui sont non géostationnaires. Alors, ce n'est pas très intéressant d'aller plus loin, parce que le signal est déjà faible, et on a utilisé les géostationnaires parce que c'est stationnaire et donc c'est intéressant, il y a des avantages. Donc c'est intéressant de venir plus proche vers la Terre. Et là, on peut diviser les orbites en deux classes. Et ça, c'est les classes très génériques, ce n'est pas très précis. Donc, plus bas de géostationnaire jusqu'à 2000, les orbites à altitude moyenne, en anglais c'est MEO, Medium Earth Orbits. Et plus bas de 2000, théoriquement jusqu'à la Terre, mais personne ne va descendre jusqu'à la Terre pour les raisons qu'on va voir plus tard, c'est les LEO, les orbites à basse altitude. Dans tous les cas, la distance est plus faible et donc le signal est plus fort. Donc ça c'est le premier intérêt. Donc, ça, c'était une petite introduction pour vous mettre dans les bains des satellites, des orbites, des choses comme ça. Donc maintenant, on va aller dans les applications, qui peut-être doivent être plus intéressantes. Donc, les premiers services commerciaux. Donc, le premier satellite utilisé pour le service, commercial, c'était Intelsat 1, et je crois que Yannick a travaillé pour Intelsat aussi, qui s'appelait aussi Early Bird en 1965. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce satellite? Communication entre Andover Earth Station et ici. En Europe, Eutelsat a lancé le premier satellite en 1983. La première application était plutôt la télé professionnelle et la téléphonie. Alors quand on dit télévision professionnelle, c'est un peu comme ça existe aujourd'hui aussi, c'est les contributions de la télé. Donc par exemple quand il y a l'Eurovision, quand il y a les concerts, la musique de première année de Vienne, donc c'est clair que ça part de Vienne, c'est distribué dans tous les pays par satellite. Ensuite c'est le réseau hertzien qui va faire la distribution des contenus. Donc là, c'était pas pour recevoir la télé directement. Les satellites sont relativement petits. Donc, ça, un peu comme un petit réfrigérateur, par exemple.
Et comme c'est petit, on va voir que la taille c'est un peu déterminant des puissances. Il n'était pas très puissant, donc il faut des antennes énormes, comme vous avez ici, quelques 13 mètres, 20 mètres, 30 mètres à l'époque. Donc dans les années 80 et 90, on a commencé la télé directe au foyer. Donc là, les satellites ont devenu plus grands. Donc ça, c'est maintenant 6 mètres haut, quelque chose comme ça. Donc c'est énorme. Donc on peut avoir des batteries plus importantes, des panneaux solaires plus importants, des puissances de signal plus importantes. Et pourquoi c'est important ça? Parce que maintenant, l'affaiblissement c'est toujours pareil. Donc pour réduire la surface ici, il faut augmenter la puissance ici. Et le satellite devient plus grand. Et comme ça, on peut recevoir la télé avec les petits paraboles qu'on voit souvent sur les maisons, qui sont plus petits, 60 cm ou 70, quelque chose comme ça. C'est relativement petit. Les satellites sont géostationnaires. Donc l'antenne, je peux le poser, je pointe vers le satellite, et basta. Le service continue. Je peux oublier que le satellite est là. Donc, maintenant, le prix est relativement faible de production, et pour installer, c'est relativement facile aussi. On va continuer. Donc, si on prend un satellite de ce type, de télé, on peut avoir une capacité de quelques ordres, de l'ordre de quelques gigabits. Maintenant, qu'est-ce que c'est un gigabit? Quand on a les Wi-Fi à la maison, si c'est DSL, ça doit être quelques dizaines, peut-être 30 mégabits, méga. Donc, ça c'est 1 giga, c'est 1000 mégas. Si on a les fibres, peut-être on a 100 mégas, ou peut-être un peu plus. Là, sur un satellite, on a quelques gigabits. Donc, ce n'est pas énorme. Si on voudrait faire l'Internet, ça ne va pas aller trop loin. Pour la télé, c'est génial parce que ça suffit pour quelques milliers de canaux. Donc, quelques milliers, il y a beaucoup de choix. Et en plus, ça couvre les surfaces qu'on veut. Mais à part... Alors déjà, les services comme ça, ils sont en baisse parce que maintenant, c'est tous par Internet. Donc, la diffusion directe, ça devient un peu plus faible. On a constaté que sur les dernières années, ça baisse grosso modo 4% par an. Donc, ce n'est pas à la mode, ce n'est pas en demande. Mais ce qui est en train de monter en demande, c'est la connectivité. Tout le monde voudrait être connecté n'importe où. Et là, on a créé notre génération de satellites. Les satellites à haut débit, en anglais c'est High Throughput Satellites, qui sont optimisés pour ce type d'application. Par exemple, l'Internet par satellite. Là, on peut parler de satellites comme Connect KVHDS, où sur un satellite, on a 500 gigabits. Donc, de quelques gigabits, avec ça, on a monté à 500 gigabits. Et Viasat, c'est notre opérateur, avec Viasat 3, il parle de 1 terabit. Alors, le premier satellite n'a pas marché très bien, mais ils ont 2 autres qui vont venir. Mais la technologie est là. Ça, c'était où on est, où on arrivait avant la constellation. Donc, aujourd'hui, on demande la connectivité dans toutes les conditions. Si on a la maison, on voudrait l'Internet. Si on a une voiture, on voudrait l'Internet. Si on a un avion, on voudrait l'Internet. Si on est en bateau, on voudrait les météos qui viennent par Internet. Donc, l'Internet, ça devient plus important. Donc, la mobilité pousse pour l'omniprésence. Et ça devient très important parce que c'est les constellations qui vont nous donner l'omniprésence. Les avions et les navires, par définition, ils sont là pour naviguer. Donc, ils ne vont pas rester au port, ils vont aller à un endroit où la communication ou le service n'existe pas ou est très difficile à avoir. Donc, comme on a dit, les avions sont connectés. Les passagers voudraient être connectés par Internet, même si on est au milieu de l'Atlantique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'in-flight connectivity. Les pilotes voudraient aussi avoir
les météos plus détaillés, avec les cartes plus détaillées, qui n'est pas très facile avec les moyens traditionnels. Donc c'est aussi important pour la sécurité de l'avion. Les croisières, qui sont souvent dans les Caraïbes, Méditerranée, le Baltique, on a même les croisières maintenant qui vont dans le nord du Canada, ils sont devenus énormes. Il y a des croisières à 6000 passagers et 3000 équipages, un équipage de 3000. Donc, c'est quasiment 10 000. C'est devenu quasiment comme une petite ville flottante. Donc, et tout le monde voudrait la communication. Ça peut être ridicule parce que souvent c'est pour échanger les photos et choses comme ça, c'est pas pour les choses très sérieuses, mais il y a la demande. Il y a la marine marchande qui utilise la navigation pour mieux gérer la flotte, les météos, s'il y a un port qui est congesté par exemple, ce n'est pas nécessaire que le bateau va trop vite parce qu'il va attendre, donc il va régler la vitesse. Si le bateau, il y a un système de télémétrie, comme ça, s'il y a des problèmes, il peut savoir qu'il y a un problème et la pièce peut être disponible au port pour faire les réparations qu'il faut. Donc ça, c'est la gestion de flotte. Mais il y a aussi l'équipage qui voudrait être communiqué et c'est moyen d'attirer l'équipage parce que même quand ils sont loin, ils sont proches ou ils sont communiqués avec leurs proches. Ils peuvent communiquer avec leurs proches. Les soldats anglais, Eutelsat a été impliqué pas mal de ça. C'est ce qu'on appelle en anglais le welfare communications. Les soldats voudraient être en communication avec leur famille. Donc ce n'est pas les choses sécurisées, parce que c'est l'Internet comme on utilise ici, par exemple, nous. Mais ça demande beaucoup de capacités. Donc ça c'est l'omniprésence. Spécialement le soldat, on ne sait pas où le soldat va aller. Donc ce n'est pas quelque chose normalement qu'on peut planifier. Les gars ne sont pas planifiés normalement. Le deuxième sujet, c'est les latences. On a dit que pour un signal aller de Terre jusqu'à le satellite et retourner à la Terre, il faut 250 millisecondes. Pour cette application, c'est trop loin, c'est trop long. Un exemple banal, quand on tape sur le PC et il propose un mot, si ce n'est pas assez rapide, c'est inutile. Alors ça c'est un exemple banal parce que l'information reste dans le PC, ce n'est pas nécessaire de chercher. Mais il y a des applications où il faut chercher l'information. Et si chaque fois qu'il faut proposer quelque chose, il y a un quart de seconde, ça devient inutilisable. Donc certaines applications, donc ça c'est ce qu'on appelle l'expérience usagère. Ça peut être que les liaisons est très bien, mais comme il y a une grande latence, l'usager va être énervé et il dit mais c'est nul ça. Certaines applications financières, médicales, sécuritaires imposent une réactivité plus rapide. Mais il y a aussi le jeu par exemple. Si je tire et j'utilise le satellite et quelqu'un est sur un réseau terrestre, moi j'ai 250 millisecondes jusqu'à le tir arrive parce que moi j'ai tiré mais rien ne se passe parce que l'information est en train de passer et mon copain a déjà tiré et ça passe directement, je vais perdre. Donc les gens sont prêts à payer pour ça. Et comme on a dit, les applications qui utilisent le cloud d'une façon intensive, c'est important. Aujourd'hui, on parle de médecine haptique. Alors, je ne sais pas si on dit ça en français, ce n'est pas très utilisé en anglais non plus, mais on peut faire une opération où le médecin n'est pas sur place. On commence à parler de ça. Si il est en train de couper et l'information arrive trop tard, les dégâts, ça peut être fait. C'est trop tard. On peut aussi parler de sécurité routière qui impose une certaine réactivité rapide. Donc les 5G qui poussent pour l'omniprésence et la latence sont aussi un vecteur qui pousse dans cette direction.
Maintenant, on a baissé en altitude, donc on est plus géostationnaire. Donc maintenant, ce n'est pas suffisant d'avoir une antenne fixe, parce que le satellite est en train de bouger. Donc il faut le tracking, le dépistage ou le suivi des satellites. Il faut plus qu'un satellite pour avoir un satellite en vue pour communiquer. Donc si on a un seul satellite, souvent le satellite passe sur 20 millisecondes. Donc si on a un seul satellite, on peut avoir tous les 20 millisecondes, ça dépend sur l'orbite. Donc c'est pas très bien. Donc il faut des autres satellites qui viennent pour prendre le relais. Si on dit ça, on est en train de commuter entre les satellites et le réseau, parce qu'un satellite c'est un point sur le réseau. Donc il y a les commutations. Le satellite bouge, donc il faut suivre le satellite. Si c'est mécanique, il faut des antennes, parce qu'il y a une antenne qui suit un satellite actif pendant l'autre va être en position pour attendre le prochain satellite. Aujourd'hui, on n'utilise plus ce système parce qu'il y a des moyens électroniques de voir le faisceau. Mais si on a ce système, l'omniprésence devient quasiment un donné parce qu'il y a beaucoup de satellites. Donc, c'est l'intérêt des constellations. Donc, d'une façon technique, c'est intéressant d'avoir l'orbite le plus basse possible parce que là, on a le signal le plus fort et on peut avoir le satellite le plus petit parce qu'on a moins besoin de puissance. Mais si c'est trop bas, ça va entrer dans l'atmosphère. Alors, il y a les lignes de Kármán à 100 km au-dessus de la Terre qui définissent l'atmosphère. Mais ce n'est pas binaire, ce n'est pas dit qu'à 101, il n'y a pas l'atmosphère. C'est un continuum, ça commence, la densité de l'air continue à baisser, et donc la traînée baisse aussi, mais il y a toujours un peu de traînée. Et on peut dire d'une façon empirique, parce que, comme je dis, ce n'est pas dit, si on dit 300, ce n'est pas dit qu'à 250 ça ne marche pas, mais à 250 ça va être un peu pire que par rapport à 300. On peut dire qu'une limite pratique peut être 300 à 400 km. Aujourd'hui, il y a uniquement Starlink qui propose, je crois qu'ils ont commencé à lancer la satellite, à 350 km. Ce n'est pas la constellation principale, c'est un composant. Autour de la Terre, il y a un système toroïdal où les protons et les électrons qui viennent des vents solaires sont piégés dans les champs magnétiques de Terre et ça forme un toroïdal comme ça. Ces espaces chargés, électriquement chargés, peuvent endommager les satellites ou les composants des satellites. Donc, il ne faut pas être trop dedans, il faut choisir l'élévation, l'altitude, et on peut dire qu'un moyen pratique ou une limite pratique vers le haut, c'est 1500. Donc, la première constellation à basse altitude pour la communication date de 1995 à 2000. Avec 3 constellations principales. Alors il y a beaucoup plus que ces 3. Il y en a qui ont commencé, ils n'ont pas fini. Il y en a qui ont commencé et jamais commencé en orbite. Ils ont arrêté en étude. Ces constellations ont entre 44 et 60 satellites, qui est très modeste par rapport à aujourd'hui. On va voir un peu plus, il y a un tableau qui vient après. Mais ce qui est pour moi intéressant, et tous les 3 ont fait faillite en 2 ans.
Chapter 11 pour les Américains. Et pour des raisons un peu différentes, il existe toujours, mais pour des raisons différentes aussi. Donc c'est intéressant que c'est un domaine qui a débuté avec beaucoup de difficultés. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Donc ça c'est les trois orbites, trois constellations dont j'ai parlé. Il y a Globestar avec 48 satellites. Alors s'il y en a, parce que je crois qu'il y a qui sont un peu techniques, donc c'est en bande S, c'est grosso modo 2 GHz pour simplifier un peu. Et ce n'est pas 100% global, c'est en 70 nord jusqu'à 70 sud. Donc ça couvre les latitudes en tout ça, donc comme une bande comme ça sur la Terre, et ça ne couvre pas le pôle. Donc quand on regarde le débit, je ne dis pas c'est ridicule, mais ce n'est pas ça qu'on attend aujourd'hui. Iridium, 66 satellites. Alors ça a commencé avec 77. Iridium, le numéro atomique d'Iridium, c'est 77. Mais pour les raisons financières, ils ont réduit à 66 et ils ont gardé les nombres. C'est global et c'est bande L. Bande L, c'est un peu plus bas que bande S. Bon, on va arrondir à 1,5 giga. Iridium, on voit que de temps en temps sur la télé les portables qui sont un peu costauds avec une antenne qui est assez grande. Ça, c'est Iridium souvent. Orbcom avec 44 satellites. Donc, c'est une constellation un peu compliquée parce qu'il y a des constellations dedans. Donc, ce n'est pas une seule constellation per se, qui est en VHF. VHF, c'est ce qu'on utilise, par exemple, pour les radios marines. Et par exemple, sur ces satellites, il y a le système AIS qui donne l'information des bateaux par VHF. Alors, quand on regarde ici, on va voir que les débits sont relativement faibles à ce qu'on cherche aujourd'hui. Mais, comme on a dit, pour l'AIS, ça marche. Pour le téléphone, ça marche. S'il y a mieux. Si je peux utiliser ça, je peux faire ça, que je dois avoir quelque chose de massif. Donc c'est pour ça qu'il existe toujours. Donc, on arrive à O3b. O3b, c'est la première constellation commerciale de nouvelle génération. Alors, c'était commencé par Greg Weiler, qui est un caractère dans les communications par satellite. O3b, c'était parce qu'il y avait une notion qu'il y avait 3 milliards de personnes autour de l'équateur qui n'ont pas l'Internet. Donc, le service est commencé en 2014 avec 12 satellites, 16 gigabits chacun, à l'altitude de 8063 km sur le plan équateur. Donc c'est pour ça que la concentration c'était sur l'équateur parce que au-dessus de 50 latitudes, on est tangentiel, donc on ne voit pas. Donc si on a la Terre comme ça, où ça touche ici, c'est 50, grosso modo. Donc le service est limité entre 50 latitude nord jusqu'à 50 latitude sud. Il y avait 4 satellites en plus en 2018-19, donc 20 satellites, 320 gigabits. Donc on ne parle plus de quelques gigabits, qui étaient les normes pour le géo, on commence à parler de centaines de gigabits. C'est pas fini. Ça, c'était la première génération. On bouge à la deuxième génération, qui sont lancés en 22-23, 6 satellites, 7 planifiés. Donc, la deuxième utilise une technologie qui est beaucoup plus évoluée. Pour ceux qui sont un peu techniques, c'est
les phased arrays. Donc on peut générer les faisceaux comme on veut, grosso modo, 5000 faisceaux, et qu'on peut bouger sans bouger mécaniquement. Donc ça c'est un système opérationnel. 35% des services c'est pour le gouvernement, c'est les communications sécurisées. 30% pour la mobilité, les bateaux et l'aviation. Donc ça c'est le type de croisière dont je parle. C'est pas très clair ici. Mais ça c'est des antennes de mémoire 3,6 mètres. Donc ils sont énormes. Mais pour 10 000 personnes, c'est acceptable. Et services de liaison mobile et entreprise, 25%. Ça c'est, en anglais on appelle ça backhauling. Donc quand les téléphones ne passent pas, et par exemple on est sur une île, on peut avoir une petite station sol qui communique avec les satellites. Et ces stations aussi, ça devient comme un centre, comme une base station pour l'île, et on peut utiliser les téléphones. Donc s'il fait les liaisons, souvent ces stations sont liées avec les réseaux principaux par fibre, par liaison micro-ondes, mais ça peut être aussi par satellite. OneWeb. Donc c'est une constellation globale. Donc là, on peut couvrir toute la Terre. Orbite polaire. Donc quand on dit polaire, ça dit que c'est quasiment comme ça. Ça ne passe pas exactement par les pôles, mais c'est assez proche. Le premier satellite lancé en 2019. Et la constellation complète, c'est 648 satellites. Il y a tous les satellites tout lancés. Donc les satellites, les parties spatiales, c'est 100% là. Mais les parties terrestres, ce n'est pas fini. Donc ce n'est pas un service complètement disponible. Les satellites sont relativement petits, 150 kg. Donc c'est un peu plus grand que Célestron par exemple. La capacité c'est 7,2 gigas par satellite, 1,1 terabit. Maintenant, tera c'est 1000 gigas. Donc on a giga c'est 1000 mégas, tera c'est 1000 gigas. Alors, la première génération n'a pas de liaison optique intersatellitaire. Alors pourquoi ça c'est important? Donc on a dit qu'un satellite c'est un node dans un réseau. Donc n'importe où, je peux communiquer avec les satellites. Mais la communication doit terminer quelque part. Si je parle au satellite, ce n'est pas très intéressant. L'important c'est que le signal va au satellite et descend quelque part. Maintenant, si je suis au milieu de l'Atlantique, je peux voir un satellite, je peux communiquer avec un satellite, mais peut-être il n'y a pas une station pour recevoir le signal de satellite. Donc là, je n'ai pas de service parce qu'il n'y a pas de service sol qui est disponible. Quand on a les liaisons optiques, donc, ok, je suis au milieu de l'Atlantique, c'est toujours le même cas. Le signal peut passer en satellite, de satellite à satellite, jusqu'à ce qu'il trouve un point où il peut descendre. Et donc, même s'il n'y a pas assez de stations sol, on peut terminer la communication. Et la première génération, c'était comme ça, sans ça. Donc, il y aura des vides, il y aura des endroits où on ne peut pas communiquer. En 2023, OneWeb et Eutelsat sont fusionnés. La deuxième génération est en conception, alors il y a un peu de progrès aussi là. En janvier, je crois que c'était, ou peut-être décembre de l'année dernière, il y avait une signature entre Eutelsat OneWeb et Airbus pour notre 100 satellites. Alors, ils sont mieux que la première génération, mais ils ne sont pas de deuxième génération. On parle de génération 1,5. Le nombre de clients n'est pas connu, mais on sait que le carnet c'est 1 milliard d'euros.
pour 24. Donc l'intention ici est communication globale avec latence qui est assez petit et c'est ciblé plutôt vers l'entreprise, business to business. L'application sont maritimes avec les navires et les plateformes offshore. L'aviation. Alors l'aviation c'est un peu spécifique. On voit par exemple cette antenne-là. Dans l'aviation c'est important que l'antenne a un petit profil. Si on va mettre cette antenne, qui est une antenne maritime, sur un avion, l'avion ne vole pas très bien, ou ça va être très inefficace parce qu'il y a beaucoup de traînées. Donc il faut quelque chose relativement bas. Donc ça nécessite des technologies un peu spécifiques. Gouvernement défense, backhauling aussi, sites éloignés comme les mines où il faut beaucoup d'informations et les plateformes pétrolières ou d'exploration. Et réaction et relèvement en cas de catastrophe. Quand il y a un désastre, c'est très facile d'aller avec une station et installer ça. Par exemple, Eutelsat n'était pas avec ce système, avec un autre système, très impliqué quand il y avait les problèmes à Tahiti, par exemple. Starlink. Tout le monde parle de Starlink. La première génération, c'est une constellation proposée par SpaceX. Elon Musk vient d'avoir un petit désastre hier avec une explosion sur Starship. Starship, c'est un lanceur, ce n'est pas un satellite. La première génération, chaque satellite avait une capacité de 15 gigabits. Ils ont lancé depuis 2019. C'est 260 kg, c'est grosso modo cette taille, c'est tout. Dès 2021, il y avait les versions 1,5 qui sont grossies un peu, 306, mais ils ont commencé avec les liaisons optiques. Donc la première génération n'avait pas les liaisons optiques, le deuxième ou 1,5 ils sont avec les liaisons optiques. Alors avec Falcon 9, qui est le lanceur de Elon Musk, donc c'est tout dans la famille là, il peut lancer 60 satellites à la fois. Donc ce qu'on voit ici, c'est les satellites stackés un sur l'autre, lancer 60 à la fois. Ensuite, il y a un dispenser, donc pour simplifier un vaisseau, et chaque certain moment, il y a un qui est éjecté. La production, c'était à 150 par mois, 120 par mois. Donc, avec un lancement de 2 fois par mois, tous les 2 semaines, il y avait un équilibre. Donc, jusqu'à novembre, parce que ça change tous les temps, hein. Jusqu'à novembre l'année dernière, il y avait 4216 satellites lancés. Je crois que depuis, ils ont lancé un autre 60. La deuxième génération, qui a commencé en 2023, la deuxième génération mini, toujours lancée avec le Falcon 9, qui est les lanceurs opérationnels de SpaceX, 800 kg, donc ils sont grossis. 60 gigas, donc de 15 à 60, 4 fois. 21 peut être lancés à la fois, donc ce sont plus gros, c'est normal qu'on peut lancer moins, mais 21 c'est respectable quand même. 6 satellites par jour, la production. Et aujourd'hui, il y a autour de 123 lancés. Alors, ça c'est le début parce que cette génération c'était intentionné pour Starship. C'est le lanceur qui n'a pas marché hier, qui est tout neuf. Parce que l'intention est que ces satellites sont augmentés à 2 tonnes pour avoir une capacité de 170 gigabits chacun. 50 satellites lancés à la fois sur Starship,
Donc aujourd'hui, il n'y a pas Starship, donc tout ça, c'est on hold. Donc Starship, commercialisé le 10-27, peut-être avec l'incidence des years, ça peut être plus tard, peut-être c'est résolu, on ne sait pas. Ce qui est intéressant, avec ces satellites, on peut avoir les communications directes au device. Alors au début, ça va être plutôt les SMS, des choses comme ça, pas les voix, mais il dit que la voix, c'est possible aussi. La parabole, alors, la parabole c'est écrit comme ça parce que c'est pas vraiment une parabole, c'est une phased array. Mais bon, pour simplifier, pour les puristes, c'est pas une parabole. C'est 50 par 50, donc c'est grosso modo ça. Ça, c'est quelque chose que je crois que vous avez vu de temps en temps parce que ça devient assez commun en France. Donc, quand ils ont commencé ça c'était la technologie qui avant c'était limitée aux militaires parce que c'est assez complexe. Le prix de cette boîte-là, ça commençait à $3000 et c'était subventionné quasiment la moitié parce que sinon ça ne marche pas. En 2021, ça tombait aux moitié. Aujourd'hui, c'est 600. Donc ça, c'est pour montrer que quand il y a la demande, quand il y a la quantité, le prix baisse rapidement. Et quand il y a la volonté, aussi. Maritime, donc il y a la pêche marchande, navire marchand, pêche commerciale, recherche, énergie en mer, plaisance, sur un bateau par exemple. C'est relativement discret ça. Discret. L'aviation, donc il y a Hawaiian Airlines, Qatar Airways, Air France, Air Baltic, United Airlines, tout ça sont déjà les contrats signés. Alors ils ont des contrats qui ont commencé, il y a des contrats qui n'ont pas commencé, mais tout ça c'est signé. Les satellites sont en altitude environ 550 km avec une latence de 20 millisecondes. Donc des 250 géostationnaires, on a descendu plus qu'un dixième presque. Il y a déjà 10 millions de clients, donc ça explique pourquoi les prix baissent des terminaux. Et le revenu per 24 est estimé à 6,6 milliards $. Donc c'est big money. Ce n'est pas la fin, il y a d'autres satellites qui vont venir. Il y a Kuiper, qui est le système de constellation d'Amazon de Jeff Bezos. Il y avait un lancement, parce que Jeff Bezos aussi a un lanceur. Sa société c'est Blue Origin. Il y avait le lancement de New Glenn avant-hier, qui marchait très bien, les lancements, sauf qu'il y avait le booster qui doit atterrir et ils ont perdu le booster. Mais toute la trajectoire de lanceur, c'était bien. Donc, la première phase va commencer avec 3000 satellites, 3200. La moitié doit être lancée avant 2026 pour les raisons réglementaires. Donc, c'est 600 kilos. La deuxième phase, presque 8000 satellites. Alors, c'est intéressant que lui, il n'est pas intéressé dans la couverture globale. Il se limite en 56 nord à 56 sud, probablement pour les raisons commerciales. Rien n'a commencé aujourd'hui, donc c'est toujours un papier. Iris Carré, ça c'est le système proposé en Europe pour les communications sécurisées, mais il y a aussi Eutelsat, SES et Hispasat qui sont impliqués pour les services commerciaux. Il y a 300 satellites et ça devrait voir le jour en 2030. On va voir. Donc l'intention ici, c'est plutôt pour avoir un service digital autonome, souverain pour les États de l'Union européenne. Donc l'Europe ne voudrait pas être dépendante sur Elon Musk, par exemple. Et le contrat est signé le 16 décembre. Donc les choses bougent lentement, mais elles bougent. Donc, observation de la Terre. Là, je touche quelques systèmes. Comme je dis, ce n'est pas vraiment mon sujet, mais c'est des constellations aussi.
Donc, ICEYE. C'est commencé par une start-up finlandaise pour étudier les banquises de la mer. Donc, ça a commencé pour l'observation de la Terre classique. Aujourd'hui, ils ont 30 satellites à, grosso modo, 500 km. Leur philosophie est de construire les petits satellites, 80 par 60 par 50, donc c'est grosso modo la taille de ça. Plusieurs satellites est moins cher en utilisant l'équipier sur étagère, donc c'est une façon de réduire le prix, avec la technologie radar à synthèse d'ouverture. Donc ça c'est un système qui marche dans toutes les conditions, c'est pas optique, donc s'il y a les nuages, ça passe quand même. Alors le concept, dans le passé il y avait des systèmes de laser qui étaient des antennes énormes. Je crois que c'était aussi long d'ici jusqu'à la fin de cette salle. L'idée est ici qu'au lieu de mettre tout dans un seul satellite, il utilise la constellation. Donc l'information est reçue par plusieurs satellites et ensuite par corrélation, en utilisant les mêmes images vues des satellites différents, on peut augmenter les précisions. Donc la résolution peut être à 50 cm, qui est impressionnant quand on parle de cette technique avec un satellite si petit. Mais ce n'est pas un seul satellite, c'est une constellation. Donc les clients sont Earth Space, je ne les connais pas vraiment, mais les services gouvernementaux américains, donc ce n'est pas n'importe qui, l'armée d'air brésilienne et les forces armées ukrainiennes. Donc ils utilisent ce service pour voir ce que ses voisins font. Planet Lab. Donc ça c'est le CubeSat, c'est vraiment le CubeSat. Le principe de CubeSat est qu'on définit un satellite ou une unité de satellite comme un cube, 10 cm par 10 cm par 10 cm. Ensuite on peut avoir 3 U par exemple. 3 U c'est 3 de ces unités, un sur l'autre. Donc ça devient 30 cm. On va voir 6. Au lieu de 10, ça devient 10 par 20 par 30. Et on peut continuer comme ça. L'intérêt ici, c'est qu'on peut avoir le lancement standard. Parce que le lancement, c'est par U. Les satellites sont minuscules, comme on voit ici. C'est un peu comme une boîte de chaussures, même plus petit peut-être. 5 kg. Les charges utiles, c'est une caméra. Ok, ça c'était une caméra. Ensuite, il y a une deuxième génération qui sont une caméra qui est un peu mieux, mais ça reste une caméra, donc c'est optique. La résolution de base, c'est 3,5 mètres, mais avec l'utilisation de plusieurs satellites, donc le traitement de signaux AP, post-sync, on peut avoir une résolution de 50 cm aussi. Il y a plus que 500 satellites lancés et 200 opérationnels. Alors, ce CubeSat, c'est des satellites qui ont une durée de vie assez limitée, souvent 1 an et demi. Mais comme ils ne sont pas chers, on peut remplacer et continuer, c'est ça qu'ils font. Et ils ont accueilli des autres systèmes comme RapidEye, SkySat et Pelican. Aujourd'hui, on peut, je n'ai pas essayé, mais apparemment on peut commander les images qu'on veut sur Internet. Donc ça devient très démocratisé. Navigation. Donc le principe de navigation est qu'on a un signal émis par le satellite. La position du satellite est connue. Donc ça donne une distance par rapport à un satellite. Ce n'est pas suffisant parce que ça peut être sur une sphère qui est assez grande. Donc on a besoin de plusieurs satellites en vue pour avoir les positions fixes. Alors si on fait la navigation en 3D, normalement on a besoin de 3 satellites, 3 inconnus pour trouver les 3 connus pour trouver 3 inconnus. Mais en effet on a besoin de 4. Parce que le temps, c'est moyen de mesurer la distance. Le temps sur le satellite,
c'est contrôlé par une horloge atomique, donc c'est très précis. Ils ont utilisé le césium, ils ont utilisé le rubidium, donc ils ont utilisé le maser, donc c'est très précis. Mais là, j'ai une GPS, je n'ai pas une horloge maser là, ou rubidium. Là, j'ai le GPS aussi, je n'ai pas de précision là. Donc, on considère le temps comme une autre partie de l'inconnu. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un satellite en plus. On peut simplifier si on fait la navigation maritime, on sait qu'on est en altitude 0, donc on peut enlever un inconnu, donc on a besoin de 3 satellites au lieu de 4. Donc tout le monde parle de GPS. Le GPS est devenu un mot dans le langage courant pour la navigation par satellite. En réalité, c'est un système spécifique. Donc, opéré par le US Space Force, qui existe depuis quelques années, c'est assez récent, mais c'est opéré par le USAF, US Air Force. Les constellations, c'est de 24 à l'origine, qui en 2011 est augmenté à 27. Il y a 31 en orbite, donc il y a les satellites en VAB, en SPER. Donc s'il y a un échec, ils peuvent remplacer en orbite. Ils sont organisés en 6 plans. Donc il y a un satellite qui tourne, un plan, un autre plan, un autre plan. Il y a 6 plans comme ça. C'est une altitude de 20 000 km avec une périodicité de 12 heures. Alors c'est important, ces 12 heures, ça correspond à moitié exacte d'un jour cérédal. Alors, pourquoi c'est important ça? Ça dit que quand le satellite a un souligné donné, ça fait une révolution, la Terre a bougé. Donc même s'il arrive exactement dans la même position dans l'orbite, par rapport à la Terre a bougé. Ça fait notre orbite et ça vient exactement sur celle qui est après. Donc ça fait le cycle entier est répétitif sur 2 cycles sur 24 heures. 2, c'est 1 sur 2, donc 24 heures pour le répéter, et 2 cycles, 2 fois 12 heures. Durée de vie entre 7,5 et 15 ans. Alors c'est intéressant, c'est un peu la politique ça. Il y a 2 signaux principalement. Il y a le course acquisition, qui est l'acquisition brute, et le signal P, qui est le précis. L'acquisition brute, c'était utilisé pour dégrader l'information exprès. Et avant 2000, la précision, c'était de l'ordre de 100 mètres. Ensuite, il y avait des négociations en l'Europe et Clinton. L'Europe a commencé à parler de Galileo et Clinton a décidé que ce n'est pas la peine que l'Europe a une position qui est mieux que l'américaine, donc il a signé un décret qui supprime la dégradation. Donc aujourd'hui, il y a la précision qu'on peut avoir avec GPS. Galileo, c'est le système mis en place par l'Union européenne, opération depuis 2016. 30 satellites, dont 6 de rechange, 28 en orbite, donc il y a quelques-unes qui manquent, 3 plans, 23 000 km, donc la périodicité ici c'est 10 sur 17, donc il y a 17 révolutions qui correspondent à 10 jours pour revenir en même temps. C'est répétitif sur 10 jours ou 17 orbites. Durée de vie 15 ans. Alors ici, il y a plusieurs services. Il y a le plusieurs de base qui est 4 mètres en horizontal, 8 en vertical. Il y a le service de haute précision qui est 20 cm en horizontal, 40 en vertical. Il y a le service de public réglementé qui est plutôt pour l'émission de services publics.
Il y a le service de recherche secure, le SAR, qui permet de localiser les balises de détresse et envoyer un message d'acquittement vers les balises. Alors, dans le passé, si on déclenche une balise de détresse, bon, il y a un petit clignotant qui montre qu'il y a quelque chose qui passe, mais on ne sait pas qui va recevoir le signal, on ne sait pas si c'est un maître et il n'y a personne qui a reçu le message. Maintenant, on va avoir l'information que le message est bien reçu. Donc, il y a encore deux autres systèmes. Il y a GLONASS, qui est le système russe, qui a débuté en 1976. Il y avait les problèmes économiques en Russie, donc ils n'ont pas maintenu les satellites, donc il y avait des trous dans les constellations. Mais en 2010, ils ont commencé à lancer les satellites et maintenant c'est complet. Donc c'est une constellation de 24 satellites avec plus d'échanges sur 3 plans à 64,8. Vous vous souvenez que je dis que pour les Russes, l'inclinaison haute, c'est important. Les autres étaient autour de 55. Là, on est à 64. Altitude de 19 000 km. Et avec une périodicité ou répétitivité de 8 sur 17. Donc il y a 8 jours pour faire 17 orbites. La durée de vie est 3 à 10 ans. Ça, c'était le système russe. Ensuite, il y a Baidu, qui est le système chinois, qui a commencé en 2020, donc c'est le plus récent. Alors, il y a 24 satellites en 3 plans, avec 3 géostationnaires et 3 géosynchrones. Alors, pourquoi ça? Parce qu'ils sont plus ou moins intéressés dans la couverture sur leur région. Donc, il y a une augmentation de précision sur l'Asie au détriment de l'Est. 21 000 km avec une répétitivité de 7 sur 13. Donc, il y a 7 jours pour faire 13 révolutions, 13 orbites. Durée de vie, 5 à 8 ans. Donc, conclusion. Les premiers services commerciaux de communication ont été livrés par les satellites géostationnaires en 1965. L'utilisation des constellations commerciales à basse altitude pour les communications a commencé dans les années 90, mais il y avait des problèmes financiers. Les années 2010 ont vu un rebond de la communication LEO avec O3B et OneWeb. Beaucoup d'attention pour la méga constellation Starlink qui a vu beaucoup de succès. L'observation de la Terre se démocratise avec des images. Comme je dis, on peut même commander les images par Internet aujourd'hui. La navigation, ce n'est pas vraiment la basse altitude, c'est le meilleur, c'est la moyenne altitude. Mais c'est devenu une application de tous les jours. Comme je dis, pour venir ici, c'était par GPS, par la navigation. Voilà. Merci pour votre attention.